Accompagner un proche atteint d'une maladie neurodégénérative peut apporter son lot de questionnements, d'incertitudes et de périodes plus difficiles. S'adresser aux ressources spécialisées dans la maladie permet de trouver le réconfort et les outils nécessaires pour y faire face. Une proche aidante nous raconte comment Carpe Diem Centre de ressources Alzheimer lui a permis de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et son rôle de proche aidante. Mon nom est Janine Boisvert. Moi, j'accompagne mon mari qui est atteint de la maladie Quart de Lewy, qui est une maladie apparentée à l'Alzheimer et des symptômes de Parkinson. Le verdict a tombé il y a bientôt 6 ans. C'est sûr qu'au début, c'est un coup de poignard, on ne sait pas comment s'en sortir, on est comme dans la peine. Puis il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir le verdict, on a vécu quand même 2 ans d'errance, d'essayer d'avoir des réponses aux questions. Bon, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais ça a pris du temps avant d'avoir un verdict final. Au début, tu te dis, bon, avec l'amour, on va s'en sortir, on va faire face, je serai toujours là pour lui. Mais tu te rends compte assez vite que l'amour ne suffit pas. Parce qu'il y a une période où ça a été très difficile au début, avec beaucoup d'errance la nuit. Il ne dormait pas, je ne dormais pas. La fatigue s'installe tranquillement. Puis c'est une fatigue sournoise, ça arrive, puis ça te gruge toute l'énergie, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu ne peux pas continuer seul. Puis ma porte de sortie, ça a été... un jour, j'ai vu dans le Nouvelliste une petite annonce de Carpe Diem disant qu'il offrait des cafés rencontres. Je me vois encore aller cogner à la porte de Carpe Diem pour assister au café rencontre. J'étais tellement épuisée que je suis restée juste la moitié du café rencontre. Mais je suis revenue, puis ça a comme germé dans ma tête. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille chercher des solutions puis de l'aide. Je suis retournée à un deuxième café. J'ai eu comme des ressources qui m'ont été offertes. J'ai communiqué avec le CLSC pour avoir une travailleuse sociale. On m'a référé aux aidants naturels pour avoir quelqu'un qui venait passer des nuits à la maison. On a tenu un petit bout comme ça. Puis après, toujours avec l'aide de la travailleuse sociale de Carpe Diem, on a commencé du répit pour mon mari ici. Mais ça s'est fait très tranquillement. Il a fallu créer un lien de confiance. Ça s'est fait avec juste une intervenante qui venait chercher mon mari pour 3 heures l'après-midi, une fois par semaine. Après, on a rajouté un autre après-midi. Après, on a commencé à ajouter des journées qui venaient passer ici. Après, graduellement, un coucher, 2 couchers, tout en continuant à avoir de l'aide à la maison. Parce que le danger dans ça, c'est l'isolement. Au début, on n'est pas habitué à demander de l'aide. On était des gens autonomes surtout. Ça a été comme plus difficile. Mais aujourd'hui, avec du recul, là, si je pouvais dire à quelqu'un, un conseil, c'est de ne pas rester seul. Aujourd'hui, il passe quelques jours ici. Je me rends compte que c'est de plus en plus sa maison ici. Quand je viens de le reconduire, il est content d'arriver. Puis quand il ne comprenait pas trop pourquoi qu'il devait venir ici, je me disais toujours qu'il le faisait pour m'aider. Que quand il était à la maison, c'était moi qui l'aidais. Mais quand il venait ici, c'était sa façon de m'aider. Puis on dirait que quand je lui disais ça emmenait le retour chez Carpe Diem plus facile. Puis aujourd'hui, là, c'est sa maison. Après bientôt 6 ans, c'est sûr que j'ai évolué dans la maladie. Parce qu'il ne fallait pas que sa maladie devienne la maladie. J'ai encore de la tristesse, j'ai encore de la peine, je m'ennuie encore de l'homme qui était avant. Mais ça va mieux parce que j'ai pu reprendre
un certain contrôle sur ma vie, recommencer des activités. Je suis quand même occupée par des choses que j'aime. Je viens régulièrement voir mon âme. Je viens dîner une fois par semaine avec lui ici, mais je viens 2, 3 fois, là, après dîner, surtout quand il fait beau, pour l'emmener marcher dehors. C'est toujours un bon moment. Tu sais, c'est pas c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble. Et je m'ennuie encore terriblement d'avant. Mais la philosophie de Carpe Diem, c'est saisir le moment présent. Fait que j'essaie de le passé, j'y peux rien. Demain, autant qu'avant, demain m'angoissait au début de la maladie. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je dis pas que j'ai jamais mes moments d'angoisse, là, mais c'est mieux géré. Puis, surtout avec les conseils d'une psychologue, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Chez Carpe Diem, Mme Boisvert a réussi à trouver le soutien et le réconfort dont elle avait besoin. Notre animateur Marc-André Pelletier a rencontré l'adjointe à la direction de cet organisme. Elle nous explique comment les familles et les personnes atteintes sont prises en charge lorsqu'ils font appel au Centre de ressources Alzheimer. On discute avec Marianne Daveluy, qui est adjointe à la direction chez Carpe Diem Centre de ressources Alzheimer. Bonjour Marianne. Bonjour Marc-André. Carpe Diem, c'est plusieurs éléments. Oui, en fait, Carpe Diem Centre de ressources Alzheimer, c'est un organisme à but non lucratif déjà, qui a été fondé en 1986 et qui, à l'époque, portait le nom de Société Alzheimer de la Mauricie. Donc, pour ceux qui connaissent sous ce nom-là, maintenant, on a changé de nom. Et la mission, en fait, de Carpe Diem, c'est de soutenir les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et leurs familles, donc leurs proches, conjoints, conjointes, enfants, etc. Les soutenir via des services qu'on offre là, depuis presque 30 ans bientôt, qui vont des services d'information. Donc souvent, les gens vont s'adresser à Carpe Diem en premier lieu par un coup de téléphone. Souvent, c'est ce qui va arriver parce qu'ils ont des inquiétudes par rapport à eux ou par rapport à quelqu'un d'autre. Et ils vont demander, poser des questions sur la maladie d'Alzheimer, sur quoi faire pour clarifier la situation, tout ça. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de soutien psychosocial à la personne ou aux familles aussi. Ensuite de ça, on offre des services qui visent aussi à faire en sorte que les gens puissent vivre chez eux le plus longtemps possible, malgré le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et malgré les difficultés qui malheureusement vont s'installer. Donc, on offre de l'accompagnement à domicile. On offre aussi un accueil de jour. Et on offre aussi la possibilité de court répit, donc que les personnes qui vivent à domicile puissent venir passer du temps à la maison Carpe Diem. Vous côtoyez des proches aidants, des aidés souvent, et quel est peut-être l'élément le plus méconnu de ce qu'ils vivent? Bien, en fait, si je parle de la maladie ou de la personne qui vit avec la maladie, une des choses qu'il faut démystifier tout de suite, c'est que les gens pensent souvent que c'est une maladie qui va toucher beaucoup la mémoire. C'est vrai que la maladie d'Alzheimer touche la mémoire, mais elle touche beaucoup d'autres choses que la mémoire. Donc, dans le quotidien, c'est compliqué, toutes ces étapes-là, ces difficultés-là que va rencontrer la personne. Puis pour la personne qui accompagne, souvent le conjoint, conjointe, enfant, bien, c'est toute la compréhension de cette maladie-là qui est compliquée aussi. En fait, les gens, ils ont besoin de savoir, ont besoin qu'on leur explique tel comportement. Est-ce que c'est dû à la maladie? Est-ce que c'est dû... la personnalité, des fois, va changer. Les gens vont avoir des comportements qu'on ne reconnaît pas, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, pour les proches, ça devient difficile de démêler tout ça, puis de retrouver un peu bien, la personne qu'ils connaissent, puis la personne qu'ils aiment, puis qu'ils côtoient depuis des années. Donc, il y a vraiment besoin d'informations en ce qui concerne la maladie, mais tout le reste qui appartient à l'être humain et à la personne aussi. Quand une famille va venir vers Carpe Diem, que ce soit de son propre gré, par le biais du téléphone, des fois par le biais d'un courriel, on offre des cafés-rencontres. Des fois, le premier contact avec les gens, ça va être de se présenter au café-rencontre, tout ça. Donc, il y a toujours un premier contact avec une intervenante aux familles qu'on appelle, qui sont disponibles à Carpe Diem. Et le rôle de cette personne-là, bien, ça va être d'aller à la rencontre de la famille, d'aller à la rencontre de la personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer
et de partager. Partager un peu c'est quoi l'histoire, partager c'est quoi la réalité, le contexte, et essayer ensemble, toujours ensemble en équipe, de définir, bien, qu'est-ce qui pourrait être aidant pour la personne qui vit avec la maladie ou pour sa famille, donc pour cette famille-là. L'idée, ça va être de créer une relation de confiance. Le premier des principes de l'approche Carpe Diem, c'est de créer une relation de confiance avec la personne puis avec la famille. Donc, même si on sait qu'on va à la rencontre de cette personne-là éventuellement pour offrir un service, bien, on va y aller de façon graduelle avec une personne qu'on pense qui va bien s'entendre avec la famille puis avec la personne. Et graduellement, comme ça, c'est toujours la même personne qui va être auprès de la famille, peu importe c'est quoi le besoin. Et nous, à partir de là, on mettra tout en œuvre pour arriver à répondre à ces besoins-là. Comme l'a mentionné Mme Davelouis, la mémoire n'est pas la seule fonction du cerveau qui est atteinte par la maladie d'Alzheimer. Tout ce qui entoure le langage peut devenir un grand défi et l'un des besoins des aidants est de pouvoir continuer à communiquer efficacement avec leurs proches. Nous avons rencontré Mme Sophie Chéneau, professeure au département d'orthophonie de l'UQTR, qui nous présente son programme de recherche sur les moyens de remédier à ces difficultés de communication. Alors, il faut comprendre que les personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer présentent dès les premiers stades de la maladie des difficultés de communication. D'où proviennent ces difficultés de communication? De leurs problèmes de mémoire, mais ils ont aussi des petits problèmes de langage, ils ont de la difficulté à trouver leurs mots, ils ont de la difficulté à comprendre les messages qui sont complexes, ils ont de la difficulté à organiser leurs idées, ce qui va engendrer ces troubles de communication. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il y a deux manières de les aider. Soit on peut aider la personne qui présente la maladie d'Alzheimer en lui proposant, en orthophonie par exemple, une thérapie intensive de 10 séances en un mois qui va permettre de cibler ses problèmes de mémoire et de cibler ses problèmes de langage et de l'aider. Il faut savoir encore que au début de la maladie d'Alzheimer, le cerveau est plastique encore. Donc il y a encore des possibilités pour apprendre des nouvelles choses. Donc ça, c'est notre premier moyen pour avoir une amélioration de cette communication. Le deuxième moyen, c'est de travailler avec les aidants. Les aidants ont besoin d'informations, ont besoin de stratégies nouvelles pour interagir avec leurs proches. Donc, la deuxième possibilité, c'est de leur offrir une formation qui va leur donner de l'information sur les différents troubles de communication et qui va leur donner des stratégies pour apprendre à gérer les bris de communication. Donc, dans mon programme de recherche, ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, c'est de mettre ces deux programmes de façon concomitante, donc à la fois avec le patient et avec l'aidant, et puis les deux ensemble vont permettre d'avoir des résultats encore meilleurs. Les exercices que va faire le patient, par exemple, il va être entraîné à utiliser des moyens de compensation aux troubles de mémoire, de façon à ce que ça devienne automatique. Par exemple, l'utilisation d'un carnet mémoire, où il devra noter à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et puis, les formations pour l'aidant, c'est généralement 3 séances à 4 séances de formation où on va non seulement lui dispenser de l'information, mais lui présenter des vidéos avec des mises en situation. Il faut que ce soit actif, il faut qu'il puisse discuter avec d'autres aidants et puis on lui fait appliquer des stratégies par rapport aux mises en situation qu'on a proposées pour qu'ensuite il puisse les utiliser à la maison. Alors les aidants sont généralement assez satisfaits du programme, ils sont contents d'avoir de l'information, ils comprennent mieux parce que généralement on sait qu'il y a des problèmes de mémoire avec la maladie d'Alzheimer, mais on n'est pas forcément au courant des problèmes de langage qui existent. Alors quand ils savent que leur proche, par exemple, quand il cherche ses mots, il ne fait pas exprès de chercher ses mots. Il ne fait pas exprès de ne pas trouver le mot. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas d'effort qu'il ne dit pas le mot. C'est parce que vraiment, il l'a oublié, il n'est plus là le mot. Donc ils le comprennent, puis on lui donne des stratégies pour aider à retrouver le mot ou pour mettre son proche sur la voie pour qu'il puisse continuer la conversation. Le but, ça ne va pas être de retrouver le mot
absolument, c'est que la communication ne s'arrête pas et qu'on puisse continuer. Donc, si on veut, je ne sais pas, par exemple, au lieu de dire « passe-moi le sel à table », il ne retrouve pas le mot « sel », ça peut être de pointer « passe-le-moi, il est là-bas ». Et puis, on continue la communication, il lui passe le sel, puis on ne s'arrête pas là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour l'aidant. Et ça le rassure beaucoup. Les proches aidants ont besoin d'être rassurés dans leur parcours, car c'est un défi quotidien que de faire face à une maladie neurodégénérative. Une proche aidante nous parle des difficultés qu'entraîne la maladie de Parkinson chez son conjoint. Je m'appelle Sylvie Miller, je suis la conjointe de Denis Raymond, c'est mon mari. Denis a le Parkinson, puis je suis sa proche aidante. C'est sûr qu'au début, on ne se voit pas du tout comme une proche aidante quand c'est ton mari. C'est sûr quand la maladie avance, on se voit plus comme une proche aidante parce que ça implique beaucoup plus de choses que quand c'est ton mari. Denis a été diagnostiqué en 2011, fait que ça fait déjà 7 ans. J'avais aucune idée c'était quoi la maladie de Parkinson. Et c'est sûr qu'en tant que proche aidante, on est un petit peu à l'arrière. Hein? On souffre de l'impact de la maladie à notre mari. Ça nous affecte, mais c'est comme si c'est pas moi qui est malade, c'est pas la proche aidante qui est malade. Ça amène assez de conflits dans une vie, je trouve. On veut être performant. Hein? De nos jours, en 2017, en tant que femme, on veut performer notre travail, on veut être en forme, on veut bien manger, on essaie du mieux qu'on peut. On a des enfants tous les deux, moi et Denis, des petits-enfants aussi. Et c'est sûr que en tant que Denis, avoir une maladie dégénérative, il va beaucoup moins vite. La vie est vite, mais c'est une maladie qui est handicapante dans le sens, il ne peut pas aller vite, Denis. Quand on sort, il faut planifier d'avance. On ne peut pas partir en 10 minutes, c'est plus possible. Tout ça mélangé avec le travail, ça fait beaucoup. Puis c'est sûr, François, lui, son rôle ici à Parkinson Centre du Québec, il peut nous aider, nous réconforter, nous encourager. Mais tout ça demande du temps. Hein? Quand on travaille à 40 heures semaine, fait que moi, ça me stresse en ce moment beaucoup. J'ai fait quelques semaines de repos dernièrement parce que j'étais beaucoup fatiguée. Et j'ai le moton un peu, mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce que ton mari malade, lui, faut que tu l'encourages. Il faut pas qu'on s'oublie complètement, c'est pas ça, mais c'est essayer de trouver le plus possible l'équilibre. Et c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. Moi, j'ai la foi, fait que je me fie là-dessus. Et je suis fière de Denis parce que ça prend du courage à avoir cette maladie-là. C'est pas si simple qu'une maladie où on shake. Il voudrait tellement être capable comme avant, mais il se voit aller. Il n'est pas aussi droit qu'avant. Puis on marche, puis on essaie de faire des marches le plus possible. Puis dis-moi là, Sylvie, est-ce que je suis assez droit? Puis c'est tout de petits détails qu'on ne dit pas devant les gens. Hein. Il y a beaucoup de salive, tu sais, puis il faut toujours qu'il y ait un Kleenex près de lui. Puis moi, c'est tous ces détails-là, je sais comment il est. Alors, quand on est une proche aidante, des fois, c'est comme si on ne voit pas toute l'implication que les personnes peuvent faire pour aider les personnes malades, parce que on essaie beaucoup, hein, des fois, avant de demander de l'aide. Puis, il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau. Il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau pour demander l'aide. Mais c'est ça, un jour à la fois, on est capable, mais
faut faire attention à notre santé parce que si on n'est plus capable d'aider, là, on n'est pas juste la seule à ne pas avancer. Hein? On a notre conjoint qui est malade, qui va être mal pris. Alors, on ne veut pas que ça arrive. Réconforter et encourager. C'est l'une des missions des intervenants chez Parkinson Centre du Québec-Mauricie. Marc-André Pelletier a justement rencontré François Gagnon afin qu'il nous explique comment son organisme intervient dans la vie des gens atteints de la maladie de Parkinson. On est avec François Gagnon, qui est intervenant et responsable des services aux membres chez Parkinson Centre du Québec-Mauricie. Bonjour François. Bonjour. Parlez-nous de votre organisme. Bien, tout d'abord, ça serait important de dire que notre organisme a fêté ses 25 ans d'existence cette année. Donc, moi, présentement, je suis responsable des services au niveau de la Mauricie et j'ai également une de mes collègues qui travaille à un centre de services que l'on a ouvert l'an passé à Victoriaville pour justement développer des projets au centre du Québec. On parle de quel projet, par exemple? Dans le fond, c'est beaucoup de venir en aide aux proches aidants qui vivent ou qui côtoient des gens qui ont eu le diagnostic de la maladie de Parkinson. Vous offrez de nombreux services chez Parkinson Centre du Québec-Mauricie. Parlez-nous-en. Nous offrons des classes d'exercice à Trois-Rivières, à Shawinigan, autant pour les personnes atteintes que les proches aidants. Nous avons également des groupes d'entraide à tous les mois dans les MRC de Masquidongé, Trois-Rivières, Shawinigan, et nous sommes présentement en processus de développement dans les MRC d'Échenaux et Mekinac. Nous offrons également des visites à domicile pour accompagner les gens dès le début de l'annonce du diagnostic de la maladie. Nous avons également un soutien téléphonique pour les gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de se déplacer, donc ils peuvent appeler au bureau et je peux avoir une certaine période d'écoute pour eux-mêmes. Et également, les gens peuvent se déplacer au bureau à Trois-Rivières qui est situé au 1800 rue Saint-Paul. François, que devraient savoir les gens dont les proches sont victimes d'une maladie dégénérative? Bien, c'est sûr que tout d'abord, c'est important de savoir que nous sommes là pour les gens qui ont eu le diagnostic de la maladie de Parkinson, mais que nous sommes également présents pour les personnes qui accompagnent ces gens-là. Que ce soit le conjoint ou la conjointe, un enfant, même un ami ou un proche de la famille. Nous, dans le fond, ce que nous offrons comme service, c'est vraiment un soutien, un accompagnement et de l'aide, afin que les gens puissent avoir une place pour venir rencontrer des gens qui ont la même problématique que eux, ou bien simplement de venir à nos bureaux pour justement un peu vider le verre qui est trop plein là, de temps à autre. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous croyez qu'il devrait être mentionné? Bien, moi, je vous dirais, là, la chose la plus importante, c'est autant pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson que pour les proches aidants. Un mot qui revient souvent, c'est que les gens ont honte. Honte d'avoir cette maladie-là. Autant pour la personne qui a la maladie, autant que la personne qui accompagne. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, c'est que ne faut pas avoir honte d'être malade. C'est simplement qu'on était peut-être frappé par le destin, mais il faut quand même se dire que la vie n'arrête pas là. Elle continue, puis souvent les gens, après un certain temps, avec nous, se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'années à vivre avec une belle qualité de vie. Pour maintenir une bonne qualité de vie, il est primordial de trouver des moments pour soi, pour se ressourcer. Le répit est l'une des options envisageables et existe sous différentes formes, dont celle du CIUS. Une intervenante nous détaille les possibilités. Pour les proches aidants, c'est aussi possible d'avoir du répit. Il y a plusieurs modalités. Ça peut être le centre de jour. Qu'est-ce que c'est que le centre de jour? C'est des activités de groupe qui sont organisées par une équipe et le transport et le repas peut être fourni. Alors ça, c'est les services du centre de jour. Il y a aussi la location répit. La location répit, c'est permettre que quelqu'un soit présent à la maison pour permettre aux proches de s'absenter et de faire ses activités et de prendre du répit, recharger ses batteries et être tranquille, savoir que son proche est en sécurité à la maison avec quelqu'un qui va être en mesure d'assumer. Il y a une troisième mesure aussi, c'est l'hébergement répit. On a des lits dans certaines ressources qui permettent à l'aidant
qui cohabite avec son proche. Je vais donner un exemple, un couple, un mari qui s'occupe de son épouse. Ce mari-là peut, pendant une semaine, en lien avec sa travailleuse sociale de l'équipe du soutien à domicile, réserver un lit dans une ressource et ainsi pouvoir faire d'autres activités pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ce qui est important de savoir, c'est vraiment de l'hébergement temporaire. Donc, par la suite, madame va pouvoir réintégrer chez elle avec son mari. Et ce mari-là peut réserver au cours de l'année quelques semaines, des moments qui lui conviennent, ou même, ça peut être un lit de dépannage si ce mari-là, lui-même étant âgé, a besoin d'une chirurgie, a besoin de s'absenter, ne peut pas toujours être présent à la maison. Alors, c'est une mesure aussi qui offre du répit à l'aidant. Ce que l'on doit retenir, c'est que malgré l'annonce d'un diagnostic d'une maladie neurodégénérative, la vie continue. Il existe une multitude de ressources spécialisées qui peuvent répondre à vos besoins, et ce, en fonction de votre réalité. Pour connaître les ressources disponibles, contactez le service InfoAidant.